business model, Madame Benouna. Donc, dans le secteur énergétique, j'imagine que, effectivement, c'est un gros challenge et qu'il y a de grandes avancées quand même qui ont pu être faites à ce niveau-là. Alors, on est déjà dans un secteur industriel effectivement qui est assez aujourd'hui intéressant dans le sens de la RSE. Pourquoi? Parce que nous avons au-delà des parties prenantes dont on parlait, où il va falloir faire un dialogue effectivement ouvert avec toutes les parties prenantes, mais on a surtout les communautés riveraines qui sont là, parce que quand une usine vient s'implanter dans un plutôt un village ou un douar, bah forcément la première attente de ces parties prenantes, et d'ailleurs c'est un des défis majeurs, c'est effectivement de pouvoir répondre aux attentes de ces communautés riveraines, notamment en termes d'employabilité. Donc on arrive, il voit une usine, bah forcément c'est un peu la vache à lait, il va falloir faire travailler tout le monde. Sauf que c'est pas possible, on est de plus en plus dans des usines 4.0 et donc forcément c'est de plus en plus compliqué de pouvoir employer tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est tout ce qu'on réalise aujourd'hui en termes d'action pour l'employabilité, c'est effectivement aider ces communautés riveraines à pouvoir trouver de l'emploi. Alors bien sûr, on en recrute quelques-uns, mais surtout aussi de les aider à pouvoir se former pour aller trouver d'autres emplois ailleurs. Typiquement, chez Lafarge Holcim Maroc, un des axes prioritaires chez nous, donc j'ai parlé de l'employabilité, c'est au fait de pouvoir, en collaboration soit avec l'OFPPT ou avec l'INDH, de pouvoir former les jeunes à pouvoir, par exemple, je donne un exemple tout très simple, c'est avoir des permis de poids lourd. Comme on sait que c'est des régions où il y a effectivement pas mal d'industries, donc on essaie effectivement de pouvoir leur octroyer ces permis-là pour qu'ils puissent aller trouver un emploi ailleurs. Ça peut être aussi l'aide aux coopératives, donc on essaie au maximum d'aider vers l'employabilité des coopératives, des femmes qui sont généralement porteuses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'impact est beaucoup plus large, c'est-à-dire au-delà de cette femme qui va porter la coopérative, mais elle va faire travailler avec elle toutes les femmes effectivement du voisinage. Et ça est beaucoup plus large effectivement, et c'est du recrutement de cette tout à fait. Et ce qu'on cherche. Alors par contre, ce qu'on fait, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie d'autonomiser ces personnes-là. L'idée, c'est pas non plus de rester toujours derrière, mais c'est de leur donner l'autonomie nécessaire pour qu'ils puissent voler par leurs propres ailes, que ça soit pour la partie formation, que ça soit les coopératives avec les NDH, que ça soit aussi la partie auto-entrepreneur et start-up aussi. On est dans l'innovation sociale, donc on essaie effectivement de pousser ces jeunes à faire de l'auto-entrepreneuriat, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Et cette année, typiquement, en termes de chiffres, on a eu plus de 1500 bénéficiaires que sur l'axe employabilité, parce que notre programme Bnioul Hayat RSE de Lafarge Holcim, il est basé sur 4 axes: employabilité, santé, éducation et développement durable. Et bien sûr, pour chacun des axes, nous réalisons un certain nombre d'actions pour pouvoir avoir un impact toujours durable et inclusif. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Je veux juste revenir sur les défis. Vous parlez de défis tout à l'heure. Donc, je disais que un des défis, c'est effectivement de pouvoir répondre aux attentes des parties prenantes qui sont de plus en plus exigeants, qui sont grandissants. Mais il y a aussi de pouvoir s'adapter aux réglementations changeantes de plus en plus. Ça, c'est un défi que nous avons aujourd'hui, grande entreprise, qu'on soit effectivement coté à la bourse ou pas, mais en tout cas, on a de plus en plus, alors on était sur l'AMC, maintenant c'est la CSRD, etc. Donc vraiment, ce sont des exigences qui sont de plus en plus lourdes aujourd'hui, auxquelles nous devons faire face et nous devons répondre. Et puis, il y a un des défis qui est important pour nous, c'est de trouver cet équilibre aussi entre les objectifs RSE, et je pense qu'on va en parler, et ces impératifs financiers. Il faut pas l'oublier. Parce que faire de la RSE, oui, c'est bien, mais on ne pas oublier qu'on est quand même dans une entreprise qui fait du business. Donc, quel est cet équilibre entre les deux? Comment les entreprises aussi concrètement mettent à disposition un budget pour la RSE, pour ces actions-là? Quels sont les impacts qu'on gagne derrière? Parce qu'effectivement, il y a toujours un intérêt. La raison est noble, elle est sociale, certes, mais il y a toujours, voilà, il faut cet équilibre entre ces objectifs RSE et c'est ce qu'on appelle les impératifs financiers, forcément, pour que l'entreprise puisse tourner. Ça, c'est important, donc à peut-être creuser un peu plus. En est-il des eaux minérales d'Oulmès, Madame Collège? Alors, justement, au niveau des eaux minérales d'Oulmès, nous, on fait quand même une nette clarification par rapport à tous ces concepts qui sont utilisés. On voit ces tendances croissantes de l'utilisation de la RSE, de l'ESG et de la durabilité. Mais tous ces concepts-là, ils disent pas la même chose. Ils sont bien distincts l'un des autres. Il faut les comprendre pour pouvoir prendre des décisions éclairées quant au déploiement de ces aspects-là au niveau stratégique opérationnel. Moi, clairement, je voudrais juste dire en 2
trois petits mots, faire la différence, parce que c'est cette différence qui va en fait permettre d'avoir une feuille de route très claire par rapport au déploiement et rechercher l'impact par rapport à tous ces aspects sociaux, environnementaux et de gouvernance. Alors la RSE, en fait, c'est une approche qualitative et qui est autorégulée. Ça veut dire qu'elle n'est pas nécessairement liée à la performance financière, bien que c'est étroitement associé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à travers un large éventail d'activités qui est la philanthropie, le mécénat, l'intégration des normes éthiques, le respect des droits humains. On est une entreprise responsable et sociétalement responsable parce qu'on se conforme à la réglementation, d'une part, et parce qu'on a pu intégrer les préoccupations sociales, environnementales, éthiques des consommateurs et de droits de l'homme dans notre stratégie et dans nos activités opérationnelles. L'ESG, c'est différent. L'ESG, en fait, c'est une approche quantitative et réglementée de l'extérieur. Ça veut dire les investisseurs, comme vous l'avez dit, ou bien les agences de notation au niveau du marché financier, ils vont checker dans quelle mesure l'entreprise est capable de prendre ces risques environnementaux, sociaux, de gouvernance. On viendra pour donner des exemples par la suite par rapport à tous ces aspects-là. Comment elle les intègre dans le cadre de la prise de risque et des opportunités? Est-ce qu'elle a des objectifs clairs? Est-ce qu'elle a des performances? Et c'est ça qui va permettre de dire aujourd'hui l'entreprise, elle est à tel niveau de maturité ou pas. La durabilité, c'est la combinaison de deux. Cette approche qualitative et quantitative, et c'est les deux qui vont permettre de créer de la valeur à long terme auprès de toutes les parties prenantes, les shareholders et pas les stakeholders, pas uniquement les shareholders, et aussi contribuer au progrès social au niveau des sites d'implantation en matière d'employabilité, en matière d'autonomisation à travers l'innovation sociale, et aussi assumer sa responsabilité environnementale à travers un ensemble de maîtrise des process, de produits et en fait tout l'aspect performance. Pourquoi je clarifie tout ça? Parce que tout ça impacte la façon dont on déploie tous ces aspects-là au sein de l'entreprise. Et si je prends le cas des eaux minérales d'Oulmez, nous, on est dans cette démarche de très longue date. Ça veut dire on l'a intégré il y a très très longtemps. Et pourquoi? Parce que, comme on le sait clairement, on opère dans un contexte qui est caractérisé par des chocs économiques, géopolitiques qui sont récurrents. C'est caractérisé par en fait, une pression inflationniste et la poursuite de cette impression inflationniste qui crée une méfiance au niveau du marché avec le consommateur, avec les clients. Donc, on est dans la relation client et entreprise, c'est une relation de méfiance. Il faut apporter de la confiance. Je sais pas qui c'est qui a parlé de capital confiance. Tout se règle autour de ce capital confiance. Et c'est là, nous, on a en fait traité ça sur plusieurs aspects. Si on prend le volet que la responsabilité sociétale, on a un gros paquet qui est l'ancrage territorial. Et si on va que sur l'ancrage territorial, par exemple, au niveau de nos sites d'implantation, on a créé des écoles parce qu'on sait que les enfants dans les coins éloignés, l'arrière-pays du pays, mais ils n'ont pas accès aux éléments basiques qui sont l'éducation. On a mis en place, en fait, je souhaite partager une expérience qui est très très bien, dont on est fier et qui a remporté le prix de Albert de Monaco, qui est l'expérience avec Tubu. En fait, c'est un ensemble de centres pour l'émancipation des filles par l'éducation. Aujourd'hui, on sait que les filles ne jouent pas au foot, donc on a profité de cette expérience avec Tubu. Ma collègue ici présente, Selma, elle a l'idée ce projet avec Tubu. En fait, on a commencé par un centre. Et on a vu que finalement, ça apporte déjà beaucoup de fruits à court terme, sans parler à long terme. Ça veut dire, déjà, on est en train de voir que ces filles, au-delà de l'émancipation par le sport, ils sont en train d'avoir de bonnes notes sur le niveau scolaire. Bien que nous, en réalité, on vise leur autonomisation à l'âge adulte. Et là, on est fiers d'avoir quand même plus que 12 centres un peu partout dans le Maroc et qui font plus que 1500 bénéficiaires en direct et plus que 4000 en indirect. Si je prends les femmes, l'autonomisation des femmes, généralement, quand on va dans des sites d'implantation, on sait que les femmes n'ont pas nécessairement un métier.
Et donc, nous, on a profité des femmes qui ne peuvent pas accéder aux métiers industriels qui nécessitent quand même une technicité, de les former au métier du textile. Et là, on les invite à travers une association. On a créé une association. On a ramené un expert pour les former à faire des tenues de travail. Donc, au lieu d'acheter des tenues de travail à Casablanca, on équipe tous nos usines à partir d'une association de tissus pour des femmes qui n'ont jamais travaillé, mais qui, leurs maris sont à l'usine, mais qui ont appris un métier et qui vont profiter pour faire ça pour les enfants, mais qui font bénéficier aussi nos usines par rapport à des tenues de travail. C'est être dans dans une autonomisation, mais création de l'emploi. Ça veut dire créer, innover d'une manière sociale sur plusieurs éléments possibles. Pareil, je prendrais par exemple au niveau des palettes, nous on les achetait à Casa, mais à chaque fois on faisait quelques réparations dans les sites lointains. Et l'un des grands sites, on avait commencé avec une dizaine de personnes. On leur a dit, venez, vous allez commencer. C'est des gens qui peuvent pas accéder à l'industrie. Parce que quand vous dites, quand on est dans des industries avancées et qui vont dans le chemin de l'industrie 4.0, franchement, il y a un besoin d'expertise. Donc, pas nécessairement toutes les personnes qui sont dans ces coins distants ont cette expertise. Et donc, on leur a dit, mettez-vous en une dizaine de personnes pour réparer. Et aujourd'hui, c'est une coopérative qui dépasse les centaines de personnes, qui fournissent non seulement ce site-là, mais tous les sites au niveau du Maroc. Et il y en a plein. Il y a plein d'expériences. Ça veut dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire si on prend que le RSE, au-delà des facteurs ESG qui sont quantifiés et suivis sur le marché financier, mais sur la partie responsabilité sociétale, qui en fait, c'est elle qui nourrit l'impact et l'image de marque, on peut faire plein de choses et avoir vraiment un impact et innover dans tous les sens, on peut dire. Vraiment un impact et innover dans tous les sens, on peut dire. Donc,